Vous m'entendez à distance? Yes. Oui, c'est bon. Donc bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement et puis ensuite présenter cette rapide conférence. On a jusqu'à quelle heure? C'est 45 minutes, donc ça fait midi et demi. Je surveille. Ouais. Donc, je m'appelle Nicolas Roche, je suis designer de formation et sorti de l'école de Saint-Étienne, j'ai tout de suite été embauché à la Cité du Design de Saint-Étienne sur une exposition que je vous présenterai rapidement au début, qui était sur le développement durable. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur les enjeux sociaux, donc développement durable et social. Après, je suis parti à Istanbul, là où j'ai fait freelance, et j'ai gagné un concours de design qui m'a fait partir à Dubaï sur des enjeux de développement durable, figurez-vous, pour Dubaï. Et ensuite, je suis rentré en France, où j'ai travaillé sur un projet européen sur de la R&D pour intégrer le design pour tous, un design et accessibilité handicapé, design inclusif, pour intégrer le design pour tous et l'usager final dans les processus de R&D. Et ensuite, je suis revenu à la Cité du Design où j'ai travaillé 5 ans au pôle recherche de la Cité du Design. Et en fait, alors, ça remonte pas. Que la bande en haut remonte, je ne sais pas si c'est possible. La descente. Ouais, la descente, peut-être la descente. Ou alors, c'est pas grave, on verra pas les on peut l'attraper. Comment partage d'écran à reprendre. Hop, voilà. Hop. Il y a trois éléments, c'est que les gens entendent bien. Oui, très bien. Et donc, alors que je commençais ma carrière de designer à la Cité du Design, j'ai travaillé sur une exposition que je développerai après, qui m'a emmené en fait à me poser cette question de dire mais en fait on est tout le temps centré humain. Clara l'a dit juste avant, nos villes sont complètement anthropocentrées, nos dispositifs techniques sont complètement anthropocentrés, nos organisations, tout, excluant les non-humains, et alors que je travaillais sur une exposition qui intégrait les non-humains. Et donc, ça m'a emmené à une dizaine, quinzaine d'années de recherche dans ce domaine, parallèlement à ce que je vous ai décrit, cette carrière que je vous ai décrite, pour aujourd'hui créer un collectif, un jeune collectif qui s'appelle Zoépolis, dont on parlera rapidement, là où il y a 5 axes de recherche qui aujourd'hui le structurent, et on parlera un peu des méthodes que on commence à développer aujourd'hui au sein de Zoépolis. Donc, City Ecolab était une exposition dont le commissaire était John Takara, qui est designer et philosophe, fondateur d'un festival en Angleterre qui s'appelle DOT, sur des DOT, sur les enjeux de développement durable. Et on lui a demandé de répliquer un peu la même chose à Saint-Étienne en 2008, à un moment là où on parlait très peu de développement durable. Et alors, design plus développement durable, les deux ensemble, autant vous dire que les gens ne se comprenaient même pas de quoi on parlait. Je ne savais même pas pourquoi les deux avaient à faire ensemble. Et pourtant, on a annoncé les modes de vie un peu du futur. On a annoncé un peu de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une biorégion, c'est-à-dire l'économie circulaire sur l'eau, l'énergie, l'alimentation, l'éducation. Et comme vous voyez, l'exposition était habitée de vers, de plantes. On a parlé un peu de permaculture aussi et de ces choses-là. Et dans cette exposition, on avait notamment, pour préparer cette exposition, on avait travaillé sur des problématiques de territoire, mobilité, alimentation, énergie, problématiques de l'eau. À Saint-Étienne, il y a une rivière, le Furan, qui est enterrée sous la ville, qui est vraiment cachée.
On travaillait donc en mode de design de co-création, hein, que vous connaissez sûrement, où on avait différentes parties prenantes et les politiques de la ville et tout ça. Et alors que j'animais, donc c'était un an et demi de travail cette exposition, alors que j'animais, je coordonnais cette exposition sous la responsabilité du commissariat avec les politiques de la ville, les usagers finaux, les porteurs de projets et ainsi de suite. Il y avait toutes ces entités naturelles que l'on centrait sur les besoins humains sans jamais prendre en compte la perspective des non-humains. Et du coup, je me suis dit et donc j'ai compris ce que Michel Serres raconte dans le contrat naturel, c'est-à-dire que nous dépendons de choses qui dépendent de nous. Hein. Nous dépendons du climat, climat qui dépend de nous, nous dépendons de la biodiversité, biodiversité qui dépend de nous. Et c'est donc ça que là où je me suis dit, bah, tiens, comment je peux prendre ça en compte, mettre ça en compte hein, dans les pratiques de designer. Alors, comme le développement durable était assez peu compris déjà en 2008, je me suis dit ce que je suis en train, sur quoi je commence à réfléchir, je ne vais pas gagner ma vie tout de suite avec. Donc, j'ai préféré continuer une carrière de designer classique et à côté de ça, faire mes recherches. Et donc, j'ai commencé parce que j'avais sous le nez à la maison une araignée. Donc, on les appelle communément les faucheuses. En fait, ça s'appelle des folks. P-H-O-L-K-Q, pardon. Et je me suis dit, bah, tiens, comment je peux faire du design pour cette petite araignée, pour cohabiter avec elle. Et je suis rentré dans le sujet avec ce qu'on m'a appris à l'école, c'est-à-dire maqueter, dessiner, expérimenter et surtout imposer mon monde à celui de cette araignée. Et pendant environ un an et demi, rien n'a marché. Aucune de mes maquettes, aucun de mes dispositifs en fait, ce que je cherchais, c'était à attraper la toile de cette petite araignée, hein, l'espèce de griffe que vous voyez au centre. C'était vraiment pour piéger. Après, j'ai commencé à poser des dispositifs en cherchant à ce qu'elle s'installe dedans. Et voilà, surtout, ce que m'a fait cette petite araignée, c'est qu'elle m'a appris que j'avais rien compris. Et ce qu'il fallait que je comprenne, c'est qu'il fallait que je comprenne son monde. Il fallait que je comprenne où elle avait besoin, ce dont elle avait besoin, ce dont elle dépendait, ce qu'elle venait chercher en fait dans l'environnement de la maison. Et vraiment, sans rigoler, ça m'a pris 8 mois, un an pour comprendre ça. Donc, je me suis mis à l'observer. J'ai arrêté mes maquettes et j'ai commencé à regarder où c'est qu'elle s'installait, pourquoi elle s'installait là, à tester un peu. Tiens, elle est entre deux pots de fleurs à la maison. Alors, tiens, je vais mettre les deux pots de fleurs ailleurs. Elle vient pas. Je remets les deux pots de fleurs au même endroit. Elle revient. Et donc, petit à petit, pour comprendre qu'elle avait besoin d'air, d'humidité et d'ombre. Et l'idée, ça a été de recréer ces conditions-là au travers d'un objet. Donc, j'ai pris une jardinière classique que j'ai percée. Et j'ai percé donc pour créer l'habitat pour l'araignée. J'ai mis des plantes qui, du coup, qui aimaient l'eau. Et au bout d'une semaine, l'araignée, donc je l'ai placée à l'endroit là où il y avait, près de la fenêtre, à l'endroit là où elle venait s'installer, à chaque fois près des pots de fleurs. Et au bout d'une semaine, une première araignée s'installe tout de suite. Et au bout d'une semaine, elle s'en va. Je nettoie la toile qui est à l'intérieur. Une semaine après, je ne sais pas si c'est la même, ou une autre araignée est venue et est restée 5 mois dedans. Victoire. J'avais réussi. Mais je n'avais pas compris ce que j'avais fait. J'ai prototypé un peu plus, dessiné cet objet qui s'appelle Cohabitation, qui a été exposé à la Biennale du Design de 2013, pardon, avec des nichoirs. J'ai aussi fait un mangeoire à grenouilles que je ne vais pas développer ici. Voilà. Et l'objet aujourd'hui fonctionne très bien. En 2015, j'ai réitéré l'expérience de développer comme ça des habitats pour la biodiversité, un peu en mode hacking urbain. Donc là, c'est du corail urbain fait en prototypage rapide. L'idée, c'était que les plans soient open source et que tout le monde puisse imprimer ça dans son Fab Lab et coller ça dans l'espace public où il veut. C'est sur un principe d'hexagone, hein, comme la forme des nids d'abeilles.
et de manière à pouvoir comme ça envahir des espaces pour créer des habitats à biodiversité. Comprenez bien que là-dedans, un lézard peut venir se nicher, voilà, des insectes peuvent venir se cacher. C'est à la fois pour mettre des plantes, mais aussi pour que développer des micro-habitats ou des micro-cachettes pour la biodiversité en ville. Pareil, il y a eu d'autres projets de hacking urbain que je passe ici. Mais ce qui se passait, c'est que malgré que j'avais réussi à faire ces objets, voilà, ces petites performances, enfin, les gens ne comprenaient pas, hein, même les designers proches autour de moi ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça et quel était l'intérêt de faire du design pour la biodiversité. Et comme l'a dit Clara aussi tout à l'heure, qui allait me payer? La biodiversité n'allait pas me payer pour ça. Donc il fallait. Et en même temps, c'était au moment là où je vous disais, là où j'arrivais en R&D, un peu en recherche, voilà, en design. Et donc, je me suis mis à chercher plutôt à théoriser un peu ce que j'étais en train de faire, qui font qu'aujourd'hui, voilà, je donne des cours dans des masters sur le sujet, design centré vivant, qu'est-ce que ça peut être. Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Si on prend la définition de Alain Findeli, qui est que le but ou la fin du design est d'améliorer ou au moins de maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions, on peut se poser la question de qui rend le monde habitable. Et aujourd'hui, on a parlé un peu d'anthropocène et d'extinction de masse. En habitant, nous détruisons l'habitabilité des autres vivants. Et en détruisant l'habitabilité de ces autres vivants, en fait, on scie la planche sur laquelle on est assis, parce que nos sociétés sont enracinées en fait dans la biodiversité. Je ne peux pas développer beaucoup plus que ça parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais en fait, si les abeilles sont en péril, l'alimentation, enfin l'agriculture est en péril, et si l'agriculture est en péril, ce que vous trouvez au supermarché est en péril, et donc l'équilibre des sociétés est en péril. Et c'est ce que nous explique Baptiste Morisot. Il nous dit que, en fait, c'est notre manière d'habiter qui est en crise, notamment par son aveuglement constitutif au fait qu'habiter, c'est toujours cohabiter parmi d'autres formes de vie, parce que l'habitat d'un vivant n'est que le tissage des autres vivants. La crise de notre manière d'habiter revient à refuser aux autres le statut d'habitant. Et ça, on va le voir juste après. Qui rend le monde habitable? Les végétaux rendent le monde habitable par la photosynthèse, les vers de terre, fertilisent les sols, les forêts alluviales, voilà, rendent la biosphère habitable. Et donc, il nous faut penser à un design qui, dans sa participation à faire un monde habitable, puisque ce serait une des définitions du design de faire de l'habitabilité, doit inclure ces interdépendances. D'un design qui viendrait comme ça, d'un design industriel qui viendrait de la révolution industrielle, là où l'homme est séparé de la nature, il nous faut repenser un design qui est inclus dans la nature, incluant les interdépendances au vivant. Et c'est pour ça que vous comprenez que j'ai créé aujourd'hui Zoépolis, qui vise à dessiner pour plus largement que les humains. Il se structure aujourd'hui en 5 axes de recherche que je vais développer. Le premier, qui est on reste centré humain et on inclut les non-humains, les vivants non-humains. Le deuxième, c'est on essaye de se décentrer. On va être centré sur les vivants non-humains. Le troisième, ce serait plutôt de penser les relations entre les deux. Le quatrième, c'est de faire un design qui serait médiateur des vivants. Et enfin, le cinquième, un design qui travaillerait la question des imaginaires, parce que vous verrez qu'il y a aussi un problème au niveau de nos imaginaires par rapport aux vivants. Alors ça, c'est ce que j'ai appris à l'école. Je suis centré sur un usager, ce qu'on a vu aussi un peu avant. Et puis, il y a un environnement sociologique, un technicien professionnel, je vais développer après, et puis un environnement technologique, et ça s'arrête là. C'était ça que ce que j'ai appris dans mon école de design. Alors, le design a déjà fait un premier décentrement. Au lieu de répondre à la question du client, il va plutôt s'interroger sur les besoins de l'usager final. Si je prends l'éclairage public,
J'ai non seulement le piéton, mais il peut y avoir le cycliste, l'automobiliste, toutes les questions d'handicapés, un design pour tous, qui inclut plus largement. Mais je peux prendre aussi le technicien, qui lui a une pratique aussi, qui a aussi un certain point de vue de l'éclairage public. Et puis, les usagers, on va dire professionnels, une école va avoir des besoins en éclairage public parce qu'à 5 heures, quand les élèves sortent à 5 heures en hiver, quand les élèves sortent de l'école, il y a besoin aussi d'un certain type d'éclairage. Et enfin, qui achète ces éclairages publics pour plusieurs millions d'euros, qui achète et s'occupe de vos lumières de Noël, eh ben, c'est les politiques publiques. Et donc, on a comme ça tout un tas de décentrements, vous voyez, autour de cette question de finalement qui est l'usager vraiment de de l'éclairage public. J'attaque mon premier axe de recherche, mais je sais aujourd'hui, que l'éclairage public a un pouvoir attractif ou répulsif sur certains autres vivants. Il y a une mortalité directe par collision pour les insectes, par exemple, mais ça produit aussi des problèmes, ce qu'on appelle de fragmentation des écosystèmes, créant des barrières infranchissables pour les espèces. Et donc, ça a des conséquences sur la population, la génétique des populations. Et je pourrais vous citer beaucoup d'exemples là-dessus. Aldo Leopold, un écologiste, un des premiers écologistes, en avait parlé en disant il faut élargir l'éthique à la communauté biotique. Il parlait de communauté biotique parce qu'à son époque, en 1930, on n'avait pas encore inventé le mot écosystème. Et donc, c'est cette communauté biotique qu'il faut, je reprends ici les mots de Baptiste Morisot, qui propose, lui, une philosophie qui serait éco pour écologie, évo pour évolution et étho pour éthologie. Il nous faut inventer un design qui, dans cette philosophie qui serait éco, évo, étho, qui serait sensible comme ça au tissage, aux relations horizontales avec les autres vivants. Et donc, je peux rajouter peut-être une autre forme d'usager, d'autres vivants qui seraient usagers de mes dispositifs techniques. Donc, comme on l'a vu plus tôt, les chauves-souris, les insectes sont sensibles, ont d'une certaine manière des pratiques, des usages autour de mon éclairage public. On sait que les arbres perdent leurs feuilles plus tard près d'un éclairage public. Il y a aussi la dérégulation des migrateurs due à l'éclairage public. Et je pourrais passer. Donc, je peux rajouter comme ça une couche à un peu ma cosmologie du design. Et plus largement, là, je ne vais pas développer non plus, mais pour ceux qui connaissent un peu Bruno Latour, qui parle des agencies, des actants, c'est-à-dire qu'il y a des choses non vivantes, non humaines, non vivantes, qui pourtant agissent sur notre environnement. La météo, par exemple, le réchauffement climatique, et a un pouvoir agissant sur les sociétés humaines. Et donc, le design est un processus, et c'est bien ce processus-là qu'il faut que j'emmène en fait avec un peu cette nouvelle cosmologie du design, intégrant les services écosystémiques, intégrant les limites planétaires et les enjeux de l'anthropocène. Alors, il y a un design biophile dont on a parlé un peu ce matin, qui du coup est un design utilisant les autres vivants au service des humains. C'est ce qu'on appelle les Healthy Gardens, par exemple, qui sont développés, donc ce sont des jardins de santé qui ont pour but, en fait, d'améliorer la santé non seulement des patients, mais aussi du personnel hospitalier. On a aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que la présence de nature, en fait, permet d'améliorer le rythme cardiaque, la cicatrisation et de se remettre plus facilement des maladies, que ce soit physiques, biologiques ou psychiatriques. Et puis, on parle aussi beaucoup de design biophile aujourd'hui dans les environnements de travail, qui permet de réduire l'absentéisme, d'améliorer la santé, le moral, une meilleure productivité aussi, un meilleur engagement des employés et une réduction de stress
voilà, et baisse de la fatigue. Je vous passe les spécificités de ce type de design, mais qui est voilà, de réintégrer des plantes ou des animaux aussi au travail, améliorant voilà, les conditions de vie des salariés. Alors, vous avez tous entendu parler d'éco-design et de biomimétisme et de low-tech. Alors, l'idée un peu de tout ça, je remets tout ça un peu sous le chapeau d'éco-design, qui est de dire, en fait, on fait attention au flux de l'énergie et à la nature de l'énergie. Et puis, le flux des matériaux et la nature des matériaux. Quel type d'énergie et comment elle est transportée, quel type de matériaux, comment elle est transportée. Et puis, je peux faire de la bio-inspiration, de la biomimétique avec ça, mais toujours, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est toujours au service des humains. Ce n'est pas parce que je fais de l'éco-conception que, pour autant, je ne vais pas détruire l'environnement. Nicole Pigné, qui est une chercheuse en sémiotique, en parle en disant, mais en fait, une entreprise peut construire un ethos, un comportement écologique, exprimer un soin accordé au vivant, alors qu'elle peut être animée par une visée éthique indifférente au vivant ou à rebours du vivant. Je m'explique. Vous avez tous entendu parler des tomates bio faites en Espagne, hors sol, dans des environnements bétonnés, sous serre, utilisant des personnes sans papier, et ainsi de suite. On peut, voilà. Et voilà, sous plastique, sous serre de plastique, et voilà. Oui, emballé dans du plastique, et voilà. Donc, c'est pas parce que en fait, je manifeste un comportement écologique que pour autant, j'ai bien une éthique du vivant. Et donc, c'est ça dont je vais vous parler un peu dans la suite, c'est de dire, mais comment on peut faire un design qui serait soit avec et pour le vivant, sachant que je peux faire du design ou de la biomimétique, ou pareil, du low-tech, ce que vous voulez, de l'éco-conception, contre le vivant, sans le vivant. Le design du vivant, ce que dit Nicole Pigné, qui est le design des OGM, en fait, le design des organismes vivants. Un design utilisant le vivant. Aujourd'hui, il y a des designers qui utilisent des bactéries pour faire de l'encre, ou des designers qui utilisent du mycénium pour faire des matériaux, et ainsi de suite. Utilisant le vivant, respectant le vivant. Et donc, nous, l'idée dans Zoépolis, c'est de dire, on va faire avec et on va faire pour, au-delà de respecter le vivant. Aller un peu plus loin. Et donc, c'est là que je viens à un design qui serait centré sur le vivant ou un design qui serait centré sur les relations interespèces, ce qu'on appelle les relations interspécifiques. Alors, un design qui serait centré vivant. En fait, vous en connaissez. Quand on fait un nichoir à oiseaux, on ne le fait pas spécialement pour nous. Quand on fait, vous avez de plus en plus en centre-ville des nichoirs à insectes, c'est pareil, on est centré sur une autre espèce. Il y a les projets de Amy Ames qui, comme ça, a inventé une petite cuillère qu'on viendrait plugger dans l'espace public pour les mésanges. Il y a aussi le Reef Design Lab qui est de créer des récifs artificiels pour le corail ou pour faire des nurseries sous-marines aussi, des récifs artificiels sous-marins. C'est aussi ce qu'on appelle un design multispéciste. Vous trouverez aussi un autre type d'appellation qui est le cross-species design. C'est un peu ce dont vous parlez, donc le design transespèce. C'est un peu comme nous, quand on dit on fait du design pour tous. En fait, on essaie d'inclure les humains, les questions de genre, enfin tous les humains, les questions de genre, les handicapés et ainsi de suite. Et là, il y a un transspecies design, un cross-species design, qui serait de faire un design qui inclut toutes les espèces. Et c'est un peu quand Clara vous en a parlé tout à l'heure, là où elle disait, mais je pense mon bouton pas seulement pour le chien, aussi je pense que le bouton doit être aussi utilisé par les humains. Elle inclut les perspectives de deux espèces par rapport à l'usage du même bouton. Un design qui serait centré sur les relations interespèces. Alors, qu'est-ce que c'est que les relations interespèces en biologie? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la relation entre les espèces sont aussi importantes que les êtres eux-mêmes. Comprenez bien que la relation que vous avez avec les bactéries qui font votre flore intestinale
est aussi importante que vous-même. Parce que si je coupe la symbiose, la relation qui est entre vous et vos bactéries, je vous tue pratiquement. Vous ne pouvez plus digérer, vous ne pouvez plus. Et donc, la relation entre les êtres, et c'est ça que racontent les services écosystémiques et tout ça, c'est que la relation entre nous et les autres êtres est aussi importante que les sociétés eux-mêmes. Et donc, il y a tout un tas de relations qui sont, alors vous connaissez la prédation, compétition, parasitisme, qui sont toutes des relations en fait néfastes. Donc, compétition et prédation, c'est néfaste pour les deux organismes. Le parasitisme, vous avez une bonne idée de ce que c'est avec le coronavirus. C'est bénéfique pour une espèce et néfaste pour l'autre. L'amensalisme, c'est moins connu. Vous êtes touriste et vous marchez sur une prairie, vous écrasez les fleurs en fait, c'est pas spécialement bénéfique pour vous. Vous ne tirez pas un intérêt direct à écraser les fleurs et pour autant, c'est néfaste pour l'autre espace. Donc, neutre pour vous, néfaste pour l'autre espace. Et après, on passe dans des relations qui seraient donc neutres, sans effet pour l'une ou l'autre. Si je sépare la relation entre le milo et le cerf, il ne se passe rien, ni pour l'un ni pour l'autre. Le commensalisme, c'est le pique-bœuf, que vous voyez, pique-bœuf, ou la mouche aussi, la mouche qui vient manger, prendre les petites miettes que vous avez autour de l'assiette, c'est du commensalisme. Le mutualisme, qui est une relation bénéfique aux deux espèces, le poisson clown et l'anémone. Et enfin, la symbiose, c'est quand le mutualisme est tellement fort, en fait, et relie tellement fortement les deux espèces, que si je sépare la relation, les deux organismes meurent. C'est le cas du lichen, qui est une symbiose entre un champignon et une algue. Finalement, quand on dessine l'objet compost, en fait, je dessine du mutualisme. C'est-à-dire que je donne effectivement au ver de terre mes déchets, comme la mouche qui vient prendre les petites miettes que je peux avoir au bord de l'assiette, et en échange, je récupère une terre fertile. L'objet incarne cette relation mutualiste entre les deux espèces. Et donc, vous comprenez bien que l'idée, c'est de dire, tiens, est-ce qu'on pourrait dessiner des relations commensales, mutualistes, symbiotiques? Alors là, ici aussi, du coup, je reclasse un peu ce que vous connaissez. Finalement, l'écoduc, c'est quoi? Si je reprends, vous vous rappelez l'amensalisme, je construis une autoroute, je détruis l'environnement dans lequel on construit je détruis les espèces, dans lesquelles je construis l'autoroute, et pour autant, je n'ai pas d'intérêt direct à écraser, à tuer ces espèces. Et donc, je vais construire un écoduc pour tendre vers du neutralisme, en fait. Si je reprends mon schéma, je passe d'une relation amensale, comme ça, sans effet pour moi, néfaste pour les autres espèces, à un effet neutre. Je vais pas tout développer ici, mais il y a ce qu'on appelle les bâtiments à biodiversité positive, c'est comme les bâtiments à énergie positive, c'est que quand je pose le bâtiment, il y a plus de biodiversité après qu'avant. Les trames vert, bleu, noir, vous en avez peut-être entendu parler, qui tendent à harmoniser mode de vie humain et mode de vie et perspective, on va dire, de la biodiversité par rapport à notre manière d'urbaniser et d'habiter le monde. Je vais juste développer un peu plus ce projet qui s'appelle Beehive Fence au Kenya. Au Kenya, il y a des éléphants donc migrateurs qui ont des parcours de migration et dans leur parcours de migration, ils passent sur des champs d'agriculteurs qu'ils piétinent. Et donc, les agriculteurs, il faut savoir, les tuent, les chassent et les tuent parce que du coup, ça détruit les cultures. Alors, ils ont mis des barrières, comme on sait bien le faire, en barbelé ou en ferraille, et les éléphants arrivent, un coup de trompe, ils arrachent la barrière et ils passent quand même. Et en fait, les naturalistes et écologues se sont rendus compte que les éléphants avaient peur des abeilles. Dans le monde de l'éléphant, c'est quelque chose dont on parlera après, dans son Umwelt, l'abeille lui fait signe que c'est pas par là qu'il faut passer. Et donc, ils se sont dit, on va faire des barrières en abeilles. Et ça fonctionne. Du coup, les éléphants ne passent plus. Et en plus, ça a une double vertu, c'est que économiquement, pour les paysans, ils fabriquent en plus du miel.
Donc là, vous avez vraiment un design, un objet qui non seulement pense la relation entre les humains et les éléphants, mais en plus intègre une nouvelle espèce. On a un design à 3 espèces, en fait. Et peut-être qu'on reviendra sur les questions si vous voulez que je développe un peu plus, mais je vous renvoie vers les travaux de Sarah Gunawan, qui a imaginé comme ça aussi des objets, une peau autour de la maison qui intègre comme ça des relations plus ou moins mutualistes avec les autres espèces. J'en viens à mon 4e axe de recherche qui serait un design qui se ferait la médiation du vivant. Ce que nous dit Mathieu Ozano, qui est président du Shift Project, il dit si l'écologie a un avenir politique, c'est en s'exprimant non pas contre, mais au nom de la technique, au nom du seul médiateur entre nous et la nature, un médiateur intransigeant. Il pose la technique, les dispositifs techniques comme quelque chose qui communique entre nous et la nature et qui communique sans filtre. Le capteur de pollution de l'air vous donne une information de la nature, de l'environnement, et il n'est pas en train de négocier quelque chose. Il donne l'information. Et en fait, ce travail de restitution, de rendre ce qu'on appelle le visible, l'invisible, visible, rendre visible l'invisible, ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire, nous, en design. Vous voyez ici des travaux qui tendent à rendre sensible l'énergie. Si vous avez une fuite d'eau chez vous, ça fait plic-ploc, vous pouvez la toucher, même si vous avez éteint la lumière, vous mettez les pieds dans la flaque d'eau et vous la sentez avec vos sens, avec votre peau. Si vous avez une fuite de gaz, on a teinté le gaz d'une odeur, parce que sinon le gaz est inodore et vous ne savez pas si vous avez une fuite de gaz. Quand vous aviez une fuite d'énergie, on ne pouvait pas le savoir. Et donc, on a fait travailler, alors depuis, via des dispositifs techniques, comme dit Mathieu Ozano, le compteur Linky, par exemple, lui est capable de transformer le flux d'énergie en information qui est récupérée et qui peut être designée pour la rendre sensible à vos sens. Vous voyez, alors on peut le voir avec la prise électrique, ou là, une horloge de Stéphane Villard, qui est donc un projet pour EDF, qui vous donne comme ça les consommations d'énergie au fur et à mesure de la journée. Donc le design a cette capacité à rendre visible l'invisible, et tout ce qui est design d'information, un design graphique, c'est aussi ça, en fait. C'est de vous rendre accessible. Et finalement, aussi, tout ce qui est design de la scénographie, qu'est-ce qu'on fait au Muséum d'histoire naturelle? On ne fait que ça, en fait. Vous parlez de la nature et même de mondes vivants passés. Quand on vous fait une scénographie sur les dinosaures et qu'on vous raconte la vie des dinosaures, on vous rend sensible des mondes qui vous sont au départ inaccessibles. Et donc, alors que on a parlé, Éléonore en a parlé, de la 6e extinction de masse, le vivant est en train de disparaître sur Terre, et le design a pourtant cette forte capacité à communiquer au nom de ces non-humains. Alors, il y a une première forme de communication qu'on appelle les bioindicateurs. La petite larve en haut à gauche que vous voyez, elle est utilisée par la DDE pour donner la qualité de l'eau, en fait. Pas de larves de trichoptères, si l'eau n'est pas potable, en fait. Si l'eau n'est pas d'une bonne qualité, en fait. Le lichen est un bioindicateur de l'air, la feuille de tabac aussi. Il y a des insectes qui sont bioindicateurs de séisme, ou encore le coquelicot qui est un bioindicateur de sol et de qualité de sol. Donc le vivant a déjà une capacité à communiquer. Et ce que nous dit Michel Serres, il dit, en fait, je ne connais pas d'êtres vivants qui ne reçoivent pas de l'information, qui ne stockent pas de l'information et qui n'émettent pas de l'information. Et après, il dit, mais je pourrais dire pareil d'une planète ou d'un caillou. Le caillou reçoit les rayons du soleil, les stocke sous forme de chaleur, et après, il peut réémettre de la chaleur, réémettre cette information. Et donc ça, il appelle ça des ichnos, qui veut dire en grec traces de pas. Quand on était chasseur-cueilleur, on savait lire des traces de pas. On savait lire si l'animal était blessé, si c'était un mâle ou une femelle, si c'était un jeune ou un vieux. On savait lire ça. On savait lire dans la nature des signes. Et en fait, aujourd'hui, avec nos dispositifs techniques, on est capable de lire ces traces
en fait, dans le vivant. Là, vous avez un projet au Japon, là où ils se sont rendus compte que les arbres, hein, donc pareil, en mettant un dispositif technique dans l'arbre, l'arbre est capable d'anticiper un séisme 3 à 4 jours avant le séisme. Et donc, l'idée n'est plus de mettre les détecteurs dans le sol, enfin, de capter les ondes magnétiques directement dans le sol, mais l'idée, c'est de voir ce que voit l'arbre, en fait. Et là, vous voyez comment ça résonne avec Michel Serres, c'est-à-dire notre capacité à lire en fait l'information qu'il y a dans les autres vivants, hein, les ichnos. Stefano Mancuso, hein, qui est un des chercheurs pionniers sur l'intelligence des plantes et qui en fait, lui, travaille aussi comme ça à mettre tout un tas de capteurs dans les plantes pour voir ce que voit la plante de la pollution de l'air, voir ce que voit la plante de la qualité du sol, du son, et ainsi de suite. Et donc, c'est ce que, au sein de Zoepolis, on a appelé le design des ichnos. Hein, désolé, vous ne le voyez pas, qui est de dire, en fait, tout émet de l'information. Et donc, il y a des informations qu'on arrive à capter, qui seraient en bleu, des informations en grise qui passent au-delà de nos filtres de captation. Et ces informations, en fait, il faut les rendre accessibles à nos sens, hein, le toucher, la vue, l'ouïe, et ainsi de suite. Ces informations du vivant, et donc de faire un design des ichnos. Ça existe un peu déjà. Finalement, alors vous voyez les 3 projets en haut, la Plant Inc., Flower Power et Easy Bloom, c'est de plugger des dispositifs techniques dans le sol pour vous donner l'information de l'humidité du sol. Le projet de Hélène Steiner qui, en fait, a mis une plante sous une bulle, récoltant toutes les informations chimiques qu'elle peut avoir. Et alors là, on ne le voit pas très bien, mais en fait, la plante communique. Elle a traduit ça vraiment en langage humain, et la plante imprime sur un petit ticket de caisse. Là, vous voyez les petits rouleaux de caisse de supermarché, imprime en fait, bonjour, salut, ça va, voilà, une conversation, et je peux lui répondre en tapant à l'ordinateur, en envoyant à mon tour des signaux chimiques, des influx électriques avec. Et donc, elle a designé complètement un dispositif. Vous voyez bien comment, à la fois c'est de la médiation, et à la fois on est peut-être dans, c'est un projet pour Microsoft, hein, et à la fois on est aussi déjà dans le design des relations interspécifiques, et vous comprenez mieux pourquoi il y a des les axes de recherche se croisent. Tout ça pour arriver à quoi? En fait, à un Internet qui serait l'Internet interespèce, qui est dit l'Internet 4.0. Internet 1.0, je suis en contact avec un URL. 2.0, je suis en contact avec d'autres humains. Facebook, LinkedIn, Messenger. Voilà. Internet 3.0, je suis en contact avec des objets, la domotique à la maison, mon aspirateur, je sais pas quoi, Alexa, voilà, d'autres objets. Et l'Internet 4.0 serait un Internet interespèce. Là, vous voyez, là où peut-être les travaux aussi de Clara Mancini peut-être amènent déjà à ce type de projet. Enfin, le design, l'idée de réinvestir nos imaginaires. Pourquoi nos imaginaires? Parce qu'en fait, il se passe un phénomène, je vous renvoie vers les travaux de Anne-Caroline Prévost, qui s'appelle l'extinction d'expériences de nature. Combien de logos connaissez-vous? Combien de feuilles d'arbres de votre région connaissez-vous? Combien de sonneries de portables connaissez-vous et combien de chants d'oiseaux connaissez-vous? Vous voyez bien qu'il y a une disparition, hein, de la présence de nature dans nos imaginaires. Ça se confirme, pareil, par une étude du Muséum d'histoire naturelle où ils ont regardé entre Walt Disney et Blanche-Neige 1937, 2010 Response, là où on voit une disparition à la fois du temps de nature dans les images, mais aussi de la diversité et de la complexité des espèces dans les images, en fait. Avec un moment dans les années 80-90, avec des dessins animés comme Toy Story, pas une espèce, Cars, la nature est un petit filet à l'horizon, Ratatouille, une espèce, le rat, un arbre dans la cour,
Voilà, avec des moments comme ça, avec une très grande disparition. Ça a été corrélé par une étude américaine sur les livres pour enfants, hein, je crois que c'est entre 4 et 10 ans, là où pareil, on retrouve la disparition comme ça des imaginaires de nature, avec un remplacement de l'histoire du loup, du chien, de l'ours, par l'histoire du camion de pompier, l'histoire du policier, du voleur, et l'histoire de nos modes de vie urbains, en fait. Et là encore, une dernière publication de Franck Courchamp qui, en fait, a montré que la présence, enfin, les 10 espèces les plus charismatiques, hein, pour nous et les plus représentées, hein, vous voyez, dans nos logos et tout ça, sont en même temps les espèces qui souffrent le plus d'extinction. Et donc, vous voyez comment le design, en fait, hein, des pictogrammes, de notre environnement, de nos représentations, couvre en fait complètement, ça va à rebours de ce qui se passe vraiment dans le vivant. Donc là, il y a un gros travail sur les imaginaires. Je vais un peu vite. L'idée étant de réinvestir nos imaginaires pour faire que l'eau, les écosystèmes, tout ça deviennent des partenaires. Hein. Designer, c'est faire de la stratégie, c'est aussi conspirer, c'est comment on conspire en fait, hein, comment on fait des partenaires et aussi dans nos imaginaires. Hein. On peut se dire qu'on coopère avec l'arbre ici, avec la rivière, avec les écosystèmes ou une espèce dans la manière de faire voilà, de faire des projets en fait en design. Et donc on va dire deux investigations sur ces imaginaires. Il y a à la fois recoloniser l'imaginaire des designers, parce que qui a dessiné ces dessins animés d'animation et ces illustrations? C'est bien des designers derrière. Et donc, s'ils ne dessinent plus de vivants ou suffisamment de vivants, c'est bien que ça a disparu dans leur imaginaire à eux aussi. Donc, un travail du côté des imaginaires des designers et un travail du côté des imaginaires du grand public. Je vais vous parler rapidement des méthodes qu'on est en train de mettre en place. Vous l'avez peut-être pressenti avec le travail de Clara, qui est comment j'arrive à me saisir d'un autre être, en fait. Comment j'arrive à constituer un autre être. Alors, je suis passé un peu vite, mais c'est ce que Alain Caillé, qui est directeur de la revue MOS sur le don contre don, appelle des quasi-sujets, en fait. Comment je construis un quasi-sujet. L'idée, c'est l'Umwelt. Bien sûr, je vais développer ces trois choses-là. L'Umwelt, les cycles et l'éthos, les comportements. Hein. Si je construis... D'accord. Donc, je vais accélérer un petit peu. 10 minutes. 10 minutes. Ouais. Voilà, si on a 6-7 minutes, 7 minutes de discussion, très bien. Donc, l'Umwelt, en fait, comprenez-le comme vos sens, hein, les 5 sens, les 6 sens, c'est votre manière de comprendre le monde. Mais chaque espèce, en fait, a sa manière de comprendre le monde. Vous l'avez vu avec le chien tout à l'heure, il ne voit pas. Il voit bien le bleu, le jaune, mais il ne voit pas les mêmes couleurs que vous. Mais ça, c'est l'Umwelt du chien. Donc, on a développé des dispositifs techniques, des outils un peu graphiques comme ça pour se dire, tiens, comment je peux saisir l'Umwelt d'une espèce? Je vous donne un exemple. La langouste, elle a des poils. Ces poils, sur les pattes, ils servent à quoi? Ces poils, ils lui servent à entendre. Pour entendre quoi? Pour entendre des prédateurs et pour entendre aussi pour comprendre les courants marins et son environnement. Hein. Vous avez un capteur oreille qui vous sert aussi à entendre. Ce n'est pas les mêmes dispositifs et pourtant, ça a bien la même fonction qui va à la fois vous alerter si une voiture s'approche et à la fois aussi, il y a des aveugles qui se servent de l'oreille comme écolocalisation pour comprendre son environnement. Les cycles. Alors, il y a différents cycles qu'on appelle les cycles circadiens, infradiens, ultradiens. Je vais en décrire 2. Cycles infradiens, qui sont des cycles au-delà de 24 heures. Toute espèce est soumise à des cycles. Il faut comprendre ces cycles. Quand je vous donnais, par exemple, l'exemple de l'éclairage public tout à l'heure, comme le dit Morisot, en fait, en habitant, on refuse aux autres le statut d'habitant. En faisant de l'éclairage public, on refuse aux autres le fait qu'ils ont un cycle et qui eux aussi ont besoin de dormir et qu'eux aussi sont sensibles à la lumière.
Et des cycles journaliers qu'on appelle les cycles circadiens. Vous avez sûrement entendu parler, par exemple, l'éclairage des téléphones portables ou des ordinateurs dérégule leur cycle circadien, vous empêchant de dormir. Et enfin, l'éthos, on en a parlé un peu avec les relations interspécifiques. Il faut comprendre pourquoi ces espèces habitent là, dans nos mondes humains. Quel est le type de relation? Est-ce qu'on est sur des relations commensales, comme on a dit, amensales et ainsi de suite? Synanthropes, ce sont des espèces qui sont reliées à l'activité et au mode de vie humain. Synurbiques, ce sont des espèces qui sont reliées à l'infrastructure urbaine, mais pas spécialement au mode de vie urbain. Par exemple, le renard ou l'écureuil, ce sont des espèces synurbiques qui sont adaptées à l'urbanisation, mais pas spécialement. S'il n'y a plus d'humains demain, elles seront là quand même parce qu'elles se sont adaptées à l'urbanisation. Les espèces férales sont des espèces qu'on a emmenées, qui sont échappées des cages, et enfin, ces espèces qui sont plus loin sauvages. Et donc, comprendre en fait ces relations et ces comportements que ces espèces développent. Le faucon qui revient en ville aujourd'hui a changé de comportement. Il chasse moins de petits mammifères, mais il s'est mis à manger aussi des insectes ou à chasser des pigeons qu'il ne chassait pas avant. Et vous comprenez qu'il développe de nouveaux comportements dans nos espaces urbains. Et enfin, la question de l'enquête, deux choses. On n'est pas obligé d'essayer de se mettre à la place de l'animal. Il faut, et comme vous l'avez vu avec le travail de Clara, il faut multiplier les interactions. Et en fait, les interactions suffisent à me donner une matière pour construire en fait un design. C'est pas parce que je comprends pas son monde sensoriel, ses cycles et ses temps, que pour autant, en travaillant par des expériences, comme moi j'ai fait en fait intuitivement avec l'araignée, en fait, j'ai multiplié des interactions et j'ai fini par comprendre son monde comme ça en fait. Donc, on n'est pas obligé de se mettre à la place d'eux. Et si on veut se mettre à la place d'une espèce, que nous dit Vinciane Després, c'est que, en fait, se mettre à la place d'eux, c'est pas substituer un regard à un autre. En fait, c'est occuper le même point de vue dans l'espace. C'est-à-dire ajouter son monde à celui de l'autre pour produire, en fait, un monde commun. Ce qu'elle dit, le monde n'étant pas tant à expliquer qu'à enrichir. Et là, vous voyez bien aussi dans tout ce qui peut être dans la médiation du vivant, c'est-à-dire que par le design, on peut venir enrichir le monde en ajoutant notre point de vue à celui des autres espèces, à celui du vivant, sans pour autant essayer de faire de l'anthropomorphisme ou autre chose, en assumant complètement notre place d'humain. Voilà, tout ça pour en conclure sur le symbiocène que propose Glenn Albert, là où il propose dedans qu'il y aurait une symbiocratie, qui soit une forme de démocratie incluant les humains et les non-humains, sans les systèmes, les écosystèmes, les biomes, la symbiose entre les espèces. La gouvernance serait un échec. Les humains ont besoin de comprendre comment fonctionne la vie. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc il nous reste pour cette 1 minute, une petite dizaine de minutes pour la discussion. Oui. Je veux revenir sur les imaginaires dont tu parlais, l'extraction de l'expérience du vivant qu'on voit justement jusque dans les bandes dessinées, je pensais que cette courbe, elle se croise aussi avec la montée des imaginaires technologiques. Je pense au Picchu Magazine qui a été étudié, donc il n'y a quasiment pas de techno dans les 80, et aujourd'hui c'est la domotique qui est présente partout dans les maisons, de Picchu, etc. Donc ça c'était plutôt une remarque. Mais ma question, aujourd'hui on parle aussi de jeux vidéo. Est-ce qu'il y a des jeux vidéo selon toi qui célèbrent justement la diversité et la puissance du vivant, ou est-ce qu'on reste dans un univers extrêmement masculin? Alors, je ne suis pas du tout expert des jeux vidéo, mais je me rappelle, alors il y a plusieurs années, j'avais un ami qui avait un jeu vidéo là où ça consistait en fait à se balader dans la nature et prendre des photos. Tout simplement. C'est ça, il n'y avait pas d'autres. Et du coup, effectivement, tout le jeu vidéo était hyper esthétique, hyper beau. Mais bon,
quand on le replace quand même, tu es chez toi sur ton canapé et tu joues à aller dehors et prendre des photos. Voilà. Mais voilà, du coup, et oui, bah, si peut-être je peux prolonger, enfin, moi qui ai une autre question. Ouais, il y en a en ligne. Hop. Non. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Nicolas, merci beaucoup de ton intervention. Je trouve que le sujet que tu as développé est extrêmement intéressant. Moi, personnellement, je suis un jeune diplômé en design de produits et justement, je suis très touché par toutes ces thématiques. Ma question pour toi serait comment est-ce que se profile l'avenir dans le sens où est-ce qu'il y a des organisations, soit privées ou publiques, qui développent ce type de projet pour qui deviennent de plus en plus une réalité vis-à-vis de la transition écologique et toute cette reconfiguration de la société qu'il faut faire. Et ça serait quelle voie d'entrée pourrais-tu recommander à une personne qui est très intéressée dans ces thématiques? Et voilà. Merci. Alors, clairement, si justement le collectif là, que j'ai créé, Zoé Police, existe aujourd'hui, c'est pour mettre les pieds dans le plat sur le sujet, en fait, de dire, bon, bah, nous, on y va, on s'en occupe et on commence voilà, à faire. Du côté des entreprises, il y a, bah, tu as vu un peu les écoducs, tu as vu les trames vertes et bleues dans ce que je qualifie de design des relations interespèces. Il y a donc des villes, des organisations, des entreprises. Vinci, par exemple, a commencé aussi à faire des espèces de, comme des écoducs, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est pour les chauves-souris. En fait, c'est des passages à chauves-souris sur les autoroutes. C'est-à-dire qu'il envoie des ondes pour indiquer aux chauves-souris que il y a une autoroute là, ce qui permet aux chauves-souris d'éviter les. Donc, et du coup, qui rentre sur cette chose que j'ai décrite rapidement tout à l'heure, qui s'appelle l'Umwelt, c'est-à-dire qui fait du signe dans le monde des autres espèces pour leur éviter des collisions. Donc, il y a tout un tas, il y a des petits projets comme ça balbutiants. Ceux dont je peux parler, enfin, et annoncer aujourd'hui, c'est que avec le collectif, par exemple, on a une commande de la ville de Lyon on est libre sur les sujets, mais qui est, on a fait un premier atelier, par exemple, sur les espèces Saproxylix. Donc, ce sont les espèces qui mangent le bois mort, qui sont reliées au bois mort, en fait. Et en fait, il y a un gros problème de bois mort en ville, c'est-à-dire que considéré comme inesthétique oui, sale, on l'a exclu des villes, sauf qu'il faut savoir, par exemple, que 30% de la chaîne trophique, donc de la chaîne alimentaire dans une forêt, dépend du bois mort. Donc, en enlevant le bois mort des villes, vous imaginez bien le nombre d'espèces qui ne peuvent plus vivre parce qu'il n'y a pas cette base de chaîne alimentaire. Donc, la ville de Lyon, aujourd'hui, nous a donné carte blanche pour faire des ateliers là-dessus. De co-design centré sur d'autres espèces. Et donc, on a fait notre premier atelier centré sur des espèces voilà, qui mangent le bois mort et sur cette question de dire comment on réintègre le bois mort en ville et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, par exemple, une larve dans le bois mort, certaines larves peuvent rester jusqu'à 8 ans. Ça veut dire que si vous posez, ça vous donne tout de suite votre cahier des charges, en fait, en design, en disant je dois dessiner quelque chose qui va tenir une dizaine d'années en admettant que la larve vient pondre dans les premières années, quoi. Et donc, vous voyez comment on arrive à constituer un peu un cahier des charges et comment on arrive à construire en fait voilà, ce type de design. Alors clairement, c'est très tout ça est balbutiant. Il n'y a pas vraiment de commande là-dessus. L'idée pour nous, c'est de faire d'abord des preuves de concept. Et puis, on voit que finalement, on n'a pas eu besoin tant de faire de preuves de concept. Il y en a déjà des commandes de la ville de Lyon. Moi, j'ai des rendez-vous avec des entreprises. Je ne peux pas en parler tant que ce n'est pas sûr, mais voilà, avec des entreprises ou des collectivités pour commencer à travailler là-dessus, en fait. Mais clairement, le collectif existe depuis moins d'un an et je ne m'attendais pas déjà en moins d'un an d'avoir déjà une commande de ville et d'avoir déjà des rendez-vous avec des grands groupes là-dessus. Ouais. Oui. Il y a un organisme, le Conseil national du design, qui a été créé en septembre. Je me demandais si
contribué ou pas? Est-ce que vous les avez approchés? Non, pas encore. Est-ce que c'est un organisme d'État là, qui est vraiment... Mais je sais pas à quoi il sert. Est-ce que c'est uniquement pour le... C'est ça, pour faire des entreprises. Non, non, c'est... Oui, Clara. Clara, hi. Yeah, hi. Thank you so much for a wonderful presentation. I really enjoyed it. And so I don't know if I understand, if I've understood everything, but what I understood, I loved. I had a thought and a question tied to it, and I was wondering. So I think you touched upon all along, but I was very interested in this idea that the beauty in design, how it can help improve, make the less acceptable species, the less acceptable interactions more acceptable. So how design can produce beauty, and you design something for someone that creates a beautiful presence and helps the acceptance of that species. And I was thinking of what you did for the spider in your house. I myself live with spiders in my house, and I enjoy observing how they move around, how they interact with each other, and I think this is I loved what you did to host the spiders. And I have a question, whether you observed how the spiders interacted with those structures, whether there were any interactions between spiders, sort of facilitated by those structures, but also whether you thought, what I loved is you created something beautiful that can host the spider. And so how you think that can make, the spiders more, acceptable housemates, sort of. So I was wondering whether you could say a bit more about the role of beauty and design in improving these relations, and in particular, what happened with your spiders. Okay. So first thing, the role of beauty, for me, it's there is both things, because the beauty for me, it's included in the health of ecosystem, and today it's already proved that when you see a landscape and you find it beautiful, the landscape it's in good health. And so if you see something that dirty and so on, or look dirty, it's because also the ecosystem it's a low quality of ecosystem. So for me, it's completely linked. But I don't know in England, but in France, we with the collective we apply to competition and something, and ask that, okay, we have to leave the ecosystem free to make a balance between the environment, spaces, make the balance itself. And the answers were, so we were not selected, and the answer was, but if you leave the ecosystem free to do what he have to do, it's dirty, it's moche, yeah. And so you understand that for landscaper and so on, sometime something what it will be for us who know how work ecosystem and so on, as something beautiful, for them is not, because it's not managed. It's not. So first thing. Second thing about the habit for spider, the things that I discovered is not I only discovered a home for the spider, but I create
interspecific relationship. Is as the compost that I show you, I create a mutualist relation between the spider, because when the spider is in the pot, I can move the pot without destroying his habitat. And because I don't destroy his habitat, she can the spider eat the fly, it clean the little bugs of my home. So I have a relation with my spider. It's a mutual services. I leave the spider, I let the home of the spider live, and the spider eat bugs and so and little fly in my home, and it's helped me to have a clear. Oui. Ça, c'est une réponse très intéressante parce que je ne comprenais pas bien justement le point de départ qui était la question elle-même, c'est-à-dire comprendre l'araignée, elle était là. Ouais. À partir du moment où tu acceptes que l'araignée soit là, que ce n'est pas sale, que tu n'as pas envie de l'éradiquer, voilà, il y a un espace cohabité et en bonne. C'est ça. Bon. Et donc, quelle question? Et en fait, là, je comprends mieux. Et oui. C'est créer cette relation. Du coup, voilà. Mutualiste. Et du coup, ça m'amène à pointer quand même une tension très forte, me semble-t-il, dans l'ensemble du point, ce qui fait d'ailleurs qu'il est passionnant. Entre d'une part le fait que ces questions, la masse de savoir mobilisée, l'intelligence technique mobilisée pour essayer de concevoir ces relations interspécifiques à travers les démarches de design, etc., en fait, répond à une question, c'est-à-dire une question pratique qui est comment je vais éliminer les mouches, je ne sais pas quoi, ou en tout cas dans lequel on va pouvoir identifier un but anthropocentrique. Alors, oui. Et en tension avec donc la dernière diapositive, qui rappelle vraiment les beaux temps de l'éthique environnementaliste américaine fondée sur la wilderness, l'homme, ça laisse pas de traces, etc. C'est vraiment. Donc là, effectivement, c'est qu'il faut qu'on s'absente. En fait, le but du design, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'humain dans ce qui est designé, dans ce qui est l'extrême. Tout à fait. Et moi, je vois cette tension-là entre le fait qu'on ne peut jamais finalement se départir du but, de se départir de l'anthropocentrisme. Par exemple, les plantes, moi j'adore l'idée de voir ce que voient les plantes. Mais ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait de faire de plantes des capteurs, des initiateurs de catastrophes qui ont impacté directement les humains, etc. Donc il y a toujours ce glissement. Il y a plein de glissements, ouais, effectivement. Alors, effectivement, clairement, si on essaye de sauver la biodiversité ou la planète par rapport au climat, c'est pour nous sauver nous. En fait, c'est notre fenêtre d'habitabilité qu'on essaye de sauver. Donc, au final, il y a un peu, effectivement, il y a une urgence et il y a une nécessité là-dessus, et c'est une manière de vendre le projet. Il ne faut pas s'en. Voilà. Par contre, ce qu'explique Virginie Maris dans un livre qui s'appelle La part sauvage du monde, c'est que cette vision de service de la nature, elle est un peu tronquée, dans le sens là où prenons un bassin versant qui vous filtre l'eau, en fait. Donc l'eau arrive, tombe du ciel, ou de je sais pas quoi, de nos évacuations, elle passe dans le sol, et qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, en fait, ce sont des bactéries qui brisent les chaînes chimiques. Ces bactéries, elles sont en relation avec des champignons, qui sont en relation avec des arbres, qui sont en relation avec des oiseaux, qui sont en relation avec. Et en fait, je ne peux pas dissocier le processus de filtration et de nettoyage, d'épuration de l'eau de l'ensemble écosystémique, et du coup du sol vivant, en fait. Il n'y a pas de filtration d'eau si le sol est mort. Donc, je ne peux pas dissocier ça. Donc là, j'ai un service. Et donc, Virginie Maris, elle dit deux choses. Imaginons que donc, je vais évaluer ce service-là. Ça vaut, je sais pas quoi, 10 millions. Bon, si je fais une station d'épuration qui me fait le même service pour moins de 10 millions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux détruire l'écosystème? Vous comprenez que là, il y a une question. Et l'autre chose dont elle dit, c'est, mais en fait, sur ce bassin versant, il y a des loups et il y a des ours. Loup et l'ours, ça fait un moment que nos démocraties et que nos services écosystémiques ont travaillé sans, on les a réintroduits. Donc, on peut se passer du loup et l'ours. Imaginons que sur ce bassin versant, il y a un loup et un ours. Qu'est-ce que j'en fais du coup? Ça veut dire que je peux éliminer le loup et l'ours?
Et c'est là où, en fait, il y a effectivement ce glissement, là où on est toujours anthropocentré, et pour autant, on ne peut pas non plus tout voir de cette manière-là, parce que d'un coup, on risque voilà, d'exclure des espèces, voilà. Alors, je suis d'accord, mais tel que tu le formules, je n'ai pas lu tel que tu le formules, l'alternative à cet anthropocentrisme, qui reste quand même très fort, c'est une théorie de la valeur intrinsèque. La réponse, voilà, du coup, la réponse on sait bien que la tension entre valeur intrinsèque et valeur instrumentale, elle n'est pas satisfaisante. Et oui, voilà, complètement. Depuis les années 90, l'écologie, enfin en tout cas l'éthique environnementale, a évolué dans des approches qui, justement, contournent le problème de la valeur intrinsèque, qui est un problème insoluble. Tout à fait. Comment fonder sur quoi, sur quelle base métaphysique, presque fonder la notion de valeur intrinsèque. Donc, voilà. Mais je suis entièrement. Il y a plein de tensions, et là où je vous rejoins aussi, c'est sur la tension sur la question de la médiation du vivant. C'est-à-dire qu'effectivement, faire un design qui rend sensible le vivant, il y a un fort potentiel, et en même temps, on risque de faire tomber le vivant dans nos organisations. À partir du moment là où on communique avec lui, et moi quand j'en discute avec les naturalistes avec qui on travaille, ils me disent non mais surtout pas. Quand je leur ai montré là les projets de réception, de captation de l'humidité du sol, je dis mais ça on oublie quoi, mais mettez les mains dans la terre quoi. Ah ouais, ça. Et en fait moi je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors voilà, si je vais au bout en tout cas, ce que moi je pense, en tout cas, mais c'est des discussions qu'on a dans le collectif, c'est des débats, bien sûr, qu'on a dans le collectif. En tout cas, je parle pour moi et pas au nom du collectif, mais pour moi, il y a une question de sens, c'est-à-dire faire communiquer le vivant pour qu'on le comprenne, ça, il me semble que c'est important. Nous, communiquer au vivant dans l'autre sens, là, ça devient dangereux. En fait. Parce que du coup, c'est là que je risque de le faire retomber dans nos organisations. Si je suis capable de dire au loup, à la baleine, au machin, au truc, attention, j'arrive, attention, je passe, ça c'est un feu rouge, ça c'est un… Et oui, et du coup, je le fais. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas tant une question de est-ce qu'il faut le faire, enfin, voilà. On va pouvoir le faire et on le voit avec l'arrivée de l'Internet, l'Internet, tout ça, mais c'est la question de dans quel sens se fait la communication, en fait. Voilà. Merci beaucoup, c'est passionnant. On va s'arrêter là, on a un peu de retard. Du coup… Merci beaucoup pour toutes les personnes en ligne. On a pris 10 minutes de retard sur le programme. Du coup, on va recommencer à 14 h. Non pas à 13h45 comme prévu initialement, mais à 14 h. Peut-être pour la question, me demande le mail pour, il y avait une question dans le chat. Pour vous répondre peut-être après. Une grande question, là aussi, un truc sur le capitaliste dans votre recherche. Oui, bien sûr. Alors, j'en ai pas parlé, mais j'en parle, ouais, bien sûr, de Lordon, l'article de Lordon, bien sûr. Bien sûr, j'en parle dans mes cours, Sylvia. Effectivement, il y a un gros problème avec le capitalisme et du coup la question du design des organisations. Et c'est bien un peu ce que j'ai ouvert avec la symbiocratie, qui serait de dire, pensons en fait les organisations, incluant humains, non humains, même allons plus loin que la tour là-dessus, c'est-à-dire pas faire qu'un parlement des choses, mais vraiment essayer de faire un pas de plus, et le design peut aider pour ça. Je ne sais pas si tu m'entends et si ça répond à ta question. Mais en tout cas, oui, j'en parle dans mes cours. Il y a Descola qui en parle dans un article dans Le Monde en disant que, en fait, le capitalisme agit comme un parasite de la planète, utilisant les humains comme agents en fait de son parasitisme. C'est-à-dire que pour Descola, les humains ne sont pas directement responsables du parasitisme de la planète, mais sont utilisés par le capitalisme pour la parasiter, en fait. Il y a une espèce de renversement, quoi. Voilà. Si tu veux, je t'enverrai l'article de Descola là-dessus. C'est assez intéressant. Et du coup, ça repose aussi ces questions de relations interspécifiques. Volontiers, merci. Je ne connaissais pas cet article. Après, je trouve très intéressant le renversement. Je ne sais pas du coup si ça ne déresponsabilise pas, du coup, qui génère le capitalisme. Mais voilà. Ouais. C'est à discuter, à poursuivre. Ouais. Merci en tout cas. Voilà. On en reparle quand tu veux.
Euh,